Fermez les volets, mais continuez à changer l'eau des plantes, s'hydrater, boire beaucoup d'eau, éviter les efforts importants. Les pensionnaires de la maison de Blandine à Sassenage donnent leur truc pour supporter la chaleur. En 2024, l'assurance maladie de l'Isère a détecté plus de 11 millions d'euros de préjudice, soit 3 fois plus qu'en 2021. La CPAM de l'Isère pilote même un pôle interrégional chargé de traiter les fraudes les plus structurées. Et puis l'hôpital s'engage dans une rénovation immobilière de grande ampleur, des travaux qui devraient durer près de 10 ans. Monique Sorrentino, directrice générale du CHU Grenoble-Alpes, est l'invitée de ce JT. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 26 juin 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. 38,5 degrés à Coublevis mercredi, 35,3 à Lamure ou encore 32,9 degrés à Autran-Méaudre, un record pour la commune du Vercors. En léger repli ce jeudi, les températures devraient remonter ce week-end et la semaine suivante. Une période encore plus difficile à supporter pour les personnes malades, les femmes enceintes ou les personnes âgées. Mercredi, jour de très forte chaleur, Gaëtan Loiseau est allé voir comment ça se passait à la maison de Blandine, un habitat partagé à Sassenage. Près de 38 degrés sont attendus en cette journée d'été. Ces chaleurs dangereuses pour la santé poussent à la vigilance. À Sassenage, dans la maison de Blandine, un habitat partagé pour seniors, les résidents ont dû quelque peu modifier leur programme de la journée compte tenu de la météo. Non, mais alors effectivement, quand il fait chaud comme ça dehors, on ne sort pas. On est mieux ici. C'est que je sors le matin, et puis je reste au frais, volet fermé. Parce qu'il fait quand même des fois 28 si tu n'as pas la clim là-haut. Il n'y a qu'en fin de soirée que la température devient supportable. Ah bah alors la nuit c'est bien parce que tout est ouvert, tout en courant d'air. Moi je ferme un petit peu les volets, je laisse entrouvert et ça va. En chemise de nuit tu dors. Et si jamais on a un coup de chaud quand même dans l'appart, on descend, tout le rez-de-chaussée est climatisé. Car l'immeuble est de construction récente, il est donc bien isolé, climatisé pour les pièces partagées et équipé de volets roulants. Des animateurs et coordinateurs sont présents en continu dans le bâtiment pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Ils font aussi attention à ce que chacun boive, déjeune correctement, soit abrité de la chaleur et les invite à vivre des moments ensemble. Essentiellement donc dans les espaces partagés où il fait bon, puisque effectivement il fait plus frais. Même si chacun des habitants de l'immeuble possède un appartement tout équipé, la force de la maison de Blandine réside dans le fait de partager certaines pièces. Le tout pour permettre à un public âgé de recréer du lien social. C'est cette entraide et cette solidarité qu'il y a entre les habitants. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps, ils pensent toujours à celui qui est là ou qui n'est pas là, ou tiens on n'a pas vu aujourd'hui Monique. Voilà, donc il y a cet œil, encore une fois, cet œil de vigilance partagé entre les habitants, et notamment dans ces moments où il fait très chaud. Car la canicule affecte davantage les personnes isolées. C'est d'ailleurs pour rompre avec l'isolement qu'Antoinette est venue habiter à la maison de Blandine. C'est bien ici d'avoir une atmosphère qui est familiale un peu et qui nous aide comme ça. Malheureusement, ces situations caniculaires vont se multiplier. D'ici 2100, Météo France annonce qu'il faudra s'attendre à 10 fois plus de jours de vagues de chaleur en France métropolitaine. Le bulletin de Météo France et le bulletin de l'air à retrouver après ce JT. À compter du 1er juillet, les arrêts de travail papier non vérifiés ne seront plus acceptés par l'assurance maladie. Les professionnels de santé devront obligatoirement utiliser des formulaires sécurisés avec 7 points d'authentification. À Grenoble, la CPAM de l'Isère est particulièrement mobilisée sur la question de la fraude. Voyez le reportage de Mirko Pesci. Détection des fraudes, investigation et poursuites judiciaires. Depuis 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un nouveau levier contre les fraudes organisées. À Grenoble, la Caisse de l'Isère pilote l'un des 6 pôles d'enquêteurs judiciaires de l'assurance maladie. Il couvre les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Dans les services lutte contre la fraude, on s'occupe des fraudes, fautes et abus qui sont pas juste des erreurs d'assurés, puisque la fraude se caractérise par une intentionnalité, c'est l'obtention de prestations indues et ce de manière volontaire. Aujourd'hui, de nouveaux réseaux bien organisés arnaquent à grande échelle en vendant ordonnances et arrêts de travail truqués. Pour les contrer, les enquêteurs disposent d'outils plus rapides et d'algorithmes qui scannent les données de la caisse de l'assurance maladie à la recherche d'anomalies. Typiquement pour le cas des faux arrêts de travail,
On est capable d'avoir une probabilité de risque de fraude à partir de plusieurs sources de données qu'on croise. Donc par exemple à partir de la durée des arrêts, à partir de la consommation de soins des assurés, l'historique de consultation, etc. Et donc on passe ensuite le relais aux enquêteurs judiciaires qui eux vont voir sur le terrain concrètement si la fraude est avérée ou non. L'avantage maintenant, c'est de pouvoir infiltrer sous pseudonyme des réseaux. Par exemple, pour les messageries instantanées telles que Snapchat, Telegram et autres, on sait qu'il y a des trafics qui passent par ces biais-là. Et donc, l'enquêteur va pouvoir aller discuter directement avec les personnes à l'origine de ces infractions. En 2024, les préjudices de ces fraudes se sont élevés à 11 millions d'euros en Isère, soit 3,4 fois plus qu'en 2021. Cette hausse se traduit par des arnaques plus sophistiquées, mais aussi aux techniques de ce nouveau pôle. Mais après l'enquête, quelles sont les sanctions données par la justice ? Quand on identifie une fraude, bien sûr, on va récupérer auprès de la personne l'argent qu'on lui a versé, qu'on n'aurait pas dû lui verser, mais on va en plus de ça mettre en place une suite contentieuse. Pour un professionnel de santé, ça pourrait être un déconventionnement, comme on dit. Le professionnel de santé ne pourra plus faire rembourser ses actes pour lui ou pour ses patients. Donc on met en place rapidement ce genre de choses qui sont assez dissuasives, qui peuvent coûter cher aux fraudeurs et qui le mettent hors d'état de frauder. En France, 69% des dossiers frauduleux appartiennent à des particuliers. 20% sont des professionnels et 11% sont des établissements. En Isère, actuellement 2 dossiers sont suivis par le parquet. Et si les métiers de la sécurité sociale vous intéressent, la CPAM de l'Isère organise son 3e forum pour l'emploi ce vendredi de 9h à 13h dans les locaux du siège rue des Alliés. SIME, S-C-I-M-E, pour créer, innover, moderniser ensemble, c'est le nom donné au projet immobilier du CHU Grenoble-Alpes. L'hôpital de Grenoble date de 1972, autant dire qu'il y avait urgence. On va détailler un peu tout ça avec vous, Monique Sorrentino, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale du CHUGA. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Puisque je parlais d'urgence il y a un instant, avant de rentrer dans la rénovation de l'hôpital, l'été entre avec fracas dans notre vie. Quelle est la situation aux urgences en ce moment ? Est-ce qu'on est déjà depuis quelques mois avec des horaires diminués ? Est-ce que c'est le cas en ce moment ? Est-ce que ça va encore changer cet été ? Alors, on est effectivement en Sud-Isère avec des fonctionnements dégradés de services d'urgence depuis plusieurs années. Et donc, pour cet été, il n'y a pas de nouvelles dégradations majeures. Donc, on devrait tenir sur les organisations actuelles. Et donc les urgences ferment à 20h ? Non, pas du tout. Donc, les urgences de Michalon fonctionnent H24. Sur l'hôpital de Voiron, les urgences ferment à 18h. Après, sur les urgences du GHM et des Cèdres, il y a souvent des nuits qui sont fermées au GHM depuis très longtemps et ils ferment plus ou moins tôt le soir. Les Cèdres continuent de fonctionner, mais ont parfois des difficultés de fonctionner certains horaires. Voilà. Mais sur Michalon, on a bien un service d'urgence qui fonctionne H24 depuis toujours et qui connaît bien sûr un report d'activité important des autres services d'urgence. Et on a une augmentation d'activité qu'on arrive à gérer avec des équipes qui sont formidables. Et on renforce les personnels pour faire face à un afflux plus important. Mais au-delà de la situation de chaque service d'urgence, comme vous le savez, on communique beaucoup là-dessus, on continue de travailler ardemment avec la coalition des professionnels de santé sur un territoire, c'est-à-dire qu'on se réunit tous les 15 jours, d'ailleurs avec l'assurance maladie et l'ARS, la DT 38, et tous les acteurs, c'est-à-dire tant les services d'urgence des cliniques privées, des hôpitaux publics, que la médecine libérale, que les acteurs du SAS et les communautés professionnelles territoriales de santé, c'est-à-dire grossièrement la médecine de ville, pour voir comment ensemble on fait face aux besoins de santé non programmés, comment on se mobilise tous. Vous savez aussi qu'au niveau du SAMU, on a organisé le SAS, c'est-à-dire le service d'accès aux soins, et donc on continue, et puisque vous m'en donnez la possibilité, donc vraiment je redis ce qu'on a toujours dit, c'est quand on a un souci, il faut d'abord appeler le 15, et au niveau du 15, on a des régulateurs libéraux, hospitaliers qui vont orienter le patient vers la bonne prise en charge, et y compris quand il y a
juste, entre guillemets, besoin d'avoir un rendez-vous avec un médecin et qu'éventuellement le patient n'a pas de médecin traitant, le SAS peut donner des rendez-vous chez des médecins généralistes qui se sont organisés pour donner des créneaux pour des patients qui n'en auraient pas. Et donc, on peut ne pas aller aux urgences systématiquement. Mais moi, je dois remercier vraiment les habitants de Sud-Isère parce que quand même, ces consignes sont bien suivies. Et peu à peu ou prou, avec tous les moyens que l'on a, les SMUR, les ambulanciers, les libéraux, les CPTS, les maisons médicales de garde, les différents services d'urgence, on fait face et on tient nos services d'urgence comme on le peut. On recrute des urgentistes. Oui, quand on arrive aux urgences, on ne peut pas dire qu'on est pris en charge tout de suite non plus. Ah si, au niveau du service d'accueil des urgences de Michalon, on est pris en charge tout de suite, c'est-à-dire que vous êtes évalué tout de suite et si c'est très grave, on vous prend très rapidement. Et en fonction de l'évaluation, vous êtes évalué, vous entrez dans le service des urgences et après, en fonction des soins qui sont à apporter, on a besoin de faire une radiologie, un laboratoire, d'avoir des avis spécialisés, donc ça prend plus ou moins de temps. Et en effet, quand la sortie est possible, ça va assez vite, mais par contre, quand on a besoin de recourir à un lit d'hospitalisation, là, à nouveau, parfois ça prend un peu plus de temps que ce qu'on aurait aimé parce que les lits ne sont pas forcément disponibles dans la bonne discipline. On travaille aussi avec les acteurs de la psychiatrie. Voilà, justement, j'allais y venir. Ça, c'est aussi un problème qui, depuis quelques années, surtout depuis la fin du Covid, les urgences psychiatriques sont presque débordées. Alors, les urgences psychiatriques vont dans un service d'urgence générale. C'est un type d'urgence parmi tant d'autres. Et donc là aussi, on travaille vraiment main dans la main avec tous les acteurs de la psychiatrie, notamment bien sûr avec le CHE, qui par exemple avec la semaine dernière qui a accueilli son nouveau directeur la semaine dernière, Monsieur Bourdon. 1er avril, depuis longtemps. Ouais. Mais ce week-end, on avait des tensions particulières. Donc, ils ont pu se mobiliser de façon exceptionnelle pour ouvrir 12 lits supplémentaires. Voilà. Donc, on fait tous ensemble, en solidarité. Et vraiment, moi, je remercie tous les acteurs parce que c'est bien comme ça qu'on peut arriver à gérer ces tensions qui sont quand même, en effet, importantes. Mais pour cet été, voilà, on devrait à peu près avoir le même étiage qu'aujourd'hui. Et par contre, on sait que d'ici la fin de l'année, on a le recrutement de docteurs juniors. Ce sont des docteurs qui finissent une formation. Et donc là, tous les docteurs juniors qui finissent leur formation chez nous sont candidats pour rester. Voilà. Donc on a quand même maintenant de bonnes perspectives. Et d'ailleurs, sur le service d'urgence de Michalon, on était descendu très bas en effectif d'urgentistes. On remonte la pente, on est redevenu attractif. Et bien sûr, on va essayer de réouvrir Voiron dès qu'on le peut. Et c'est bien cet esprit-là qui nous anime. Mais donc, appelez le 15 avant toute chose. On l'a vu au début de ce JT, nous sommes en période de forte chaleur. Est-ce que des précautions particulières sont prises pour les patients de l'hôpital ? Oui, bien sûr. Tous les ans, on travaille sur nos plans canicules et on met en place un plan canicule. Bon, et après, on va parler du programme immobilier, mais préciser quand même que même si l'hôpital Michalon est ancien, il bénéficie d'un air rafraîchi et c'est quand même une aide énorme pour nos patients qui sont obligés. Et pour les soignants qui travaillent. Et pour les soignants aussi. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. Alors voilà, on revient à ce projet du nouveau CHU. Je dis nouveau parce que ça va presque être un tout nouveau CHU. C'est une enveloppe conséquente, 563 millions d'euros, dont 201 millions d'euros proviennent de l'État et de l'Agence régionale de santé. L'hôpital va littéralement être transformé. Il va y avoir plusieurs phases de travaux. C'est ça. Donc ce projet immobilier, vous l'avez dit, était nécessaire puisque l'hôpital doit être modernisé et la question de la rénovation de cet établissement qui a beaucoup d'activités en site occupé était vraiment un casse-tête chinois parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Et à force de travailler et en se basant d'abord sur le projet d'établissement du CHU, sur ses orientations stratégiques, sur son projet médico-soignant, on est arrivé à savoir comment on faisait évoluer notre hôpital. Et donc, oui, après une grande phase pour accoucher de ce projet, en lien avec les équipes, en lien avec la tutelle, on a maintenant un schéma directeur immobilier qui a été validé en janvier dernier, notamment par le ministre Noder de la Santé. Votre ex-employé, oserais-je dire. Oui, pas de souci, bien sûr. Parce qu'il était cardiologue. Poussé par Olivier Véran aussi. Voilà, donc, ce projet est validé, il a un financement, il a été instruit, vraiment regardé dans beaucoup de détails pour être sûr qu'on ne parte pas sur de mauvaises orientations. Et maintenant, je dirais qu'il n'y a plus qu'à le mettre en place. Et donc, on aura effectivement 3 phases. La première phase, qui est la plus importante, c'est que pour pouvoir rénover l'hôpital, il faut absolument le vider un petit peu, parce que sinon, on ne peut pas
pas bouger. Et c'est vraiment le problème que l'on a aujourd'hui. C'est comme quand on repeint sa chambre, hein, on va tout mettre dans le salon. Et... Voilà, c'est un peu ça. Et donc, on va commencer par créer une extension importante d'à peu près un tiers du volume de Michalon aujourd'hui, donc 46 000 m² qu'on va créer avec un bâtiment neuf. Donc là, on a choisi les 3 équipes de constructeurs et architectes qui vont être en concurrence. Donc, ils sont en train d'y travailler. On va avoir des premières analyses et un dialogue compétitif qui va durer une petite année pour arriver jusqu'au bout. Et une fois qu'on aura choisi la meilleure équipe, le meilleur projet, à partir de là, le chantier sera démarré. Il finira en 2030. Alors moi, je trouve que ça va quand même assez vite, finalement, et vous verrez que ça va aller assez vite. C'est pas un chantier qui va trop perturber la vie de l'établissement, puisque c'est vraiment un chantier qui va se passer à l'extérieur. On va par contre déménager le SAMU, le parking du personnel, mais les opérations préalables sont engagées. Donc ce chantier-là va être facile. Et en parallèle de ce chantier, toujours dans la première phase, on va rénover les étages bas, ce qu'on appelle le socle de Michalon, où il y a les accueils, l'imagerie et quand même un grand désordre aujourd'hui pour ceux qui pratiquent l'hôpital. Et donc on va aussi refaire ces 2 niveaux. On va vraiment avoir un nouveau flux d'entrée des patients, des visiteurs, des familles, une nouvelle cafétéria. Ouais, c'était un peu labyrinthique. C'était totalement labyrinthique, je vous l'accorde. Et donc, on reprend aussi ces 2 étages. Par contre, sur ces 2 étages, c'est plus compliqué parce qu'il va falloir travailler sur des petits bouts d'étages, puisque bien sûr, on ne pourra pas arrêter le fonctionnement de l'établissement. Et ces 2 étages sont quand même le nœud gordien du fonctionnement. Donc, cette première étape va nous conduire en 2030. Là aussi, on a choisi les architectes et on va travailler sur les plans. Et une fois qu'on aura terminé cette première phase, on aura traité la moitié des lits d'hospitalisation et la totalité de nos activités externes, consultations, tout ce qui est forflu. Donc on n'aura plus de patients qui sont obligés de prendre les ascenseurs en attendant parfois longtemps d'avoir l'ascenseur qui les conduise au 14e, 15e étage. Donc tous les flux à rotation rapide vont être plus proches des patients, donc ça sera beaucoup plus fluide. Après, on va vider l'aile chartreuse. Donc on pourra faire rapidement les travaux de cette aile et les services iront soit dans le nouveau bâtiment, soit dans les ailes de Beldon qui se libèrent. Et puis une fois qu'on a fini ça c'est la 2e phase, on n'aura plus qu'à attaquer les 2 ailes Beldon et on aura terminé. Ben voilà, tout simplement. C'est très simple. Il ne devrait pas y avoir de désagréments pour les patients ? Non, vraiment pas. Non, ça, c'est vraiment une priorité totale et absolue, en sachant qu'on a déjà ouvert le nouveau plateau technique, donc les services des urgences qui ont été refaits, les licitations, les services de réanimation, et qu'on a fini de rénover tous nos blocs opératoires et nos activités interventionnelles en site. Enfin, ça ne se voit pas, mais donc ça, c'est fini. Donc, on a vraiment devant nous une très belle trajectoire. Et comme vous l'avez bien dit, on a repensé complètement le fonctionnement de l'établissement en fonction de notre projet d'établissement, de nos orientations, de l'évolution des parcours de soins, bien sûr du numérique. Et c'est vraiment un grand changement pour l'établissement. Et notre volonté, partagée avec la communauté médico-soignante, c'est d'associer au maximum toutes nos équipes. Là, on a fait toute une série de séances d'information. Je crois qu'on en a fait une 10aine pour expliquer à tout le monde ce qui va se passer, comment ça va se passer. Mais c'est vraiment une période agréable. Merci beaucoup Monique Sorrentino. Je rappelle que vous êtes la directrice générale du CHU Grenoble-Alpes. Merci beaucoup à Télé Grenoble. France-Brésil, une affiche de rêve pour le Stade des Alpes à Grenoble qui accueillera vendredi soir les équipes féminines de football des 2 nations. Une rencontre amicale qui débutera sur les coups de 21h10. Plus de 11 000 billets ont déjà été vendus. Les Bleus disputeront leur dernier match de préparation avant de débuter l'Euro contre l'Angleterre le 5 juillet. L'été dernier, les vice-championnes olympiques de la Seleção avaient éliminé les Françaises en quart de finale au JO, 1-0. Le grand rendez-vous du 10, c'est jusqu'à vendredi soir au 10 rue Chenoise à Grenoble. Entrée libre, participation au chapeau. C'est la 7e édition pour cet événement intimiste et convivial de chansons contemporaines qui a pour particularité de se dérouler dans la cour d'un immeuble ancien avec ses escaliers sous des arches. On se croirait presque en Italie. Et vendredi soir, vous pourrez écouter Anaïs Rosso et Pelouse. Rien à voir avec du foot, c'est le groupe grenoblois du sieur Xavier Machaut, créateur du rendez-vous du 10. Vendredi, ce sera aussi le premier jour de la fête du travailleur alpin à Saint-Égrève. Sur scène, Lofofora et Open Crew notamment. On essaye de vous en reparler demain. Et puis l'actu revient dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Évidemment, on se quitte avec Tram, ex-Tram des Balkans. Le groupe présentera son nouveau projet Alligator en ouverture du Festival des Cultures du Monde vendredi soir à 20h à Voiron. Ce sera sur la place du Maréchal Leclerc. Excellente soirée à tous.